À la une, la démonstration de force des anti-indépendances en Espagne. Par centaines de milliers, ils ont défilé dans les rues de Barcelone. Leur mot d'ordre, la Catalogne est et doit rester espagnole. Israéliennes et palestiniennes côte à côte pour exiger la paix au Proche-Orient. Après 2 semaines de périple via la Cisjordanie et Israël, elles ont achevé ce dimanche leur marche à Jérusalem. Des pluies diluviennes, 130 000 foyers privés d'électricité, mais pas de victimes. Rétrogradé en dépression tropicale, Nate a finalement causé moins de dégâts que prévu aux États-Unis. Voilà pour les titres. Bonjour, soyez les bienvenus sur France 24. Ils sont espagnols et veulent à tout prix éviter que la Catalogne fasse sécession. Une semaine après le référendum jugé illégal par Madrid, les anti-indépendances ont battu le pavé à Barcelone. Des Catalans, mais pas que. Une marche pour l'unité à laquelle ont participé 350 000 personnes selon la police. Ils étaient 900 000 d'après les organisateurs. Florence Tomaso. Le drapeau espagnol imbriqué dans celui de la Catalogne et de l'Europe, le tout en forme de cœur. Cette image résume à elle seule tout le combat de ses opposants à l'indépendance. Pour cette première grande marche unioniste, 350 000 personnes selon la police sont descendues dans les rues de Barcelone pour contrer le projet du Parlement régional, projet qui pourrait aboutir à la scission de l'Espagne. Pour ces Catalans, comme pour beaucoup d'Espagnols venus d'autres régions, pas question de voir la Catalogne quitter l'Espagne et l'Union européenne. Je suis venue ici pour l'unité de l'Espagne, pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'on reste ensemble, parce que nous sommes plus forts ensemble que séparés. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. Ouvrons des ponts, n'érigeons pas de frontières. Je viens parce qu'ils sont en train de casser l'État espagnol. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Ça, c'est n'importe quoi. Plusieurs personnalités se sont succédées à la tribune, comme Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature. Nous sommes ici, des citoyens pacifiques, qui croient en la cohabitation, qui croient en la liberté. Nous allons démontrer à ces indépendantistes minoritaires que l'Espagne est un pays moderne. La Catalogne, c'est l'Espagne, scandent ces manifestants inquiets. Alors que les séparatistes pourraient bien prononcer mardi une déclaration d'indépendance unilatérale, les milieux économiques sont inquiets. Beaucoup d'entreprises ont décidé de transférer leurs sièges sociaux hors de la région. Et pour le moment, le dialogue entre le Premier ministre Mariano Rajoy et le pouvoir catalan est dans l'impasse. Et en Espagne, une question est sur toutes les lèvres. Carles Puigdemont va-t-il déclarer l'indépendance cette semaine? Une chose est sûre, en tout cas, le président de la Catalogne prendra la parole. Ce sera mardi devant le Parlement régional. À Barcelone, les précisions de Marion Godin, notre envoyé spécial. Si l'on en croit le président catalan Carles Puigdemont, il a donné une interview à la télévision catalane TV3 et on comprend bien qu'il n'a absolument pas l'intention de faire machine arrière. La déclaration d'indépendance est prévue par la loi sur le référendum, explique-t-il, et nous ferons ce que dit la loi. Ce qu'évite en revanche de dire Carles Puigdemont, c'est à quel moment, à quelle date il a prévu de proclamer cette indépendance. Le fera-t-il mardi lors de son intervention devant le Parlement catalan? Officiellement, il y va pour informer de la situation politique, mais peut-être a-t-il d'autres intentions. En vérité, au sein même du camp indépendantiste, les avis sur cette question sont partagés. Certains, la gauche radicale notamment, opteraient pour une rupture pure et dure dès mardi avec Madrid et une proclamation d'indépendance, mais les autres sont plus nuancés. Ils évoquent plutôt une déclaration sur l'indépendance. Tout est dans la nuance, une façon de différer la déclaration d'indépendance et l'indépendance, de différer son entrée en vigueur. Dans le reste de l'actualité, cette initiative ultra symbolique, ce dimanche, des milliers de femmes israéliennes et palestiniennes ont achevé à Jérusalem une marche pour la paix au Proche-Orient. Une marche à travers Israël et la Cisjordanie entamée il y a 2 semaines déjà. Elles réclament sans plus attendre un accord de paix. On voit tout cela avec Noémie Roche. Ni la chaleur ni la fatigue ne sauraient entamer leur enthousiasme. Ces femmes ont marché pendant 2 semaines pour promouvoir la paix dans leur pays. Dans le cortège, des Israéliennes juives et arabes et des Palestiniennes venues porter un même message. Nous représentons tous les bords politiques.
et nous sommes venus dire assez. Maspik en hébreu, Makafi en arabe. Assez. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons un accord politique. À l'origine de cette marche, le mouvement Women Wage Peace, les femmes font la paix, une organisation créée après la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza. Objectif du mouvement, créer un parlement de femmes pour rappeler aux dirigeants politiques que les accords de paix entre Israël et Palestine doivent être une priorité. Pour la première fois, les femmes élèvent leur voix et demandent la paix parce qu'elles en ont besoin. Ce n'est pas parce qu'elles veulent faire de la politique au Parlement israélien ou qu'elles veulent devenir ministres. Elles ont besoin de la paix pour le futur de leur pays. Une demande que ces femmes ont portée jusqu'à Jérusalem, ultime étape de leur périple. Ce nouveau drame au large du Bangladesh, ce dimanche, un bateau transportant une centaine de Rohingyas a fait naufrage. Il y a au moins 12 morts et de nombreux disparus. Persécutés, vous le savez, en Birmanie, beaucoup fuient donc vers le voisin Bangladesh. Principale destination pour eux, le camp surpeuplé de Kutupalong. Julie Chouteau. 800 hectares parsemés d'abris de fortune, où vivent plus de 300 000 Rohingyas. Kutupalong pourrait devenir le plus grand camp de réfugiés au monde. La conséquence de 30 années d'exode des Rohingyas persécutés en Birmanie. Quand je suis arrivé ici il y a 27 ans, c'était une zone vallonnée, inhabitée, couverte par la jungle. Il y avait beaucoup d'éléphants dans le coin. Bon nombre d'enfants et de jeunes sont nés ici et n'ont connu que la misère de la vie de réfugiés. Considérés comme des Birmans, les Rohingyas n'ont pas le droit de travailler au Bangladesh. Mes enfants me demandent souvent quel sera leur avenir. Je ne sais pas quoi leur répondre. Avec l'exode de 500 000 Rohingyas depuis fin août, les camps de Kutupalong et Balukhali ont fusionné pour créer cet espace gigantesque auquel le gouvernement veut encore allouer 400 hectares supplémentaires. Le but ? Rassembler ici tous les réfugiés Rohingyas éparpillés dans la région de Cox's Bazar. Un projet qui inquiète les ONG à cause du risque d'épidémie. Il y a une pénurie d'eau, une pénurie de toilettes, etc. Lorsque les gens sont entassés dans un tel endroit, il y a toujours un risque d'épidémie de choléra. L'UNICEF a déjà fait acheminer 650 000 doses de vaccins contre le choléra dans la région. La plus grande campagne de vaccination contre cette maladie, après celle menée en 2016 en Haïti. Le geste fait débat aux États-Unis. Il est revenu ce dimanche dans l'actualité. Lors d'un match de football américain, plusieurs joueurs se sont agenouillés pendant l'hymne national. Une manière pour eux de protester contre les discriminations subies par la communauté afro-américaine. Présent dans les tribunes, Mike Pence a quitté le stade. Outré, le vice-président américain a expliqué son geste sur Twitter. C'est un manque de respect envers nos soldats, notre drapeau et notre hymne. Ces vents ne soufflent plus qu'à 75 km/h en touchant le sud des États-Unis. Nate s'est transformé en dépression tropicale. Sur place, si les dégâts sont moins importants que prévu, les inondations sont néanmoins impressionnantes. On fait le point en images avec Noémie Roche. Des pluies diluviennes et beaucoup de vent. Nate a frappé le sud des États-Unis la nuit dernière, près de l'embouchure du Mississippi. L'État du Sud s'était préparé à affronter cette 4e tempête majeure en moins de 2 mois. C'est notre tour. Malheureusement, nous connaissons les tempêtes mieux que n'importe qui parce que nous en avons tellement affronté. En fait d'ouragan, Nate s'est finalement transformé en dépression tropicale. Résultat des rues inondées, des panneaux et des arbres arrachés. Mais dans ce quartier de Biloxi, les habitants s'estiment chanceux. On a bien dormi, il n'y a pas eu de coupure d'électricité, ce qui est super. Un peu de nettoyage aujourd'hui et tout repart à la normale. D'autres États voisins du Mississippi ont été inondés. Ici, à Mobile, en Alabama, les rues sont impraticables, à moins d'être bien équipées. 130 000 foyers ont été privés d'électricité dans le Mississippi et l'Alabama. Un moindre mal, lors de son passage en Amérique centrale, l'ouragan a été dévastateur. Il a tué 31 personnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Nouveau point complet sur l'information. C'est dans 20 minutes sur France 24.